Rika mobimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana. Bonjour chers compatriotes, bonjour militants et militantes de la Ligue panafricaine Umoja Congo. Nous nous adressons à vous aujourd'hui en 2023, au début de cette année, car nous avons fait le choix de ne pas souhaiter les vœux, comme le rituel l'exige, comme tout le monde l'a fait, en fin d'année 2022. Nous avons estimé que cela pouvait être malaisant, gênant, de souhaiter à une population dont la réalité est telle que les vœux, en général souhaités, formulés, ne seront pas réalisés. 2022 a été une année catastrophique pour les Congolais. Tous les signaux sont là pour montrer que 2023 sera une année très difficile. Le tableau clinique du Congo est un tableau catastrophique. Et 2023 va exacerber tout cela. Quelle est la réalité des Congolais? Parce que 2023, disons-le, les Congolais n'auront pas le bonheur, la santé, le progrès que tout le monde a voulu, même de bon cœur, leur souhaiter. En tout cas, pour nous, il s'agit simplement de regarder la réalité. Quelle est la réalité? Le Congolais, au quotidien, est amené à se soigner, par exemple. Quand vous regardez notre système de santé, il est inexistant. Alors même que nous avons, en tout cas, les ressources du peuple congolais consacrent de l'argent pour la santé. Le projet, la prévision budgétaire pour 2023 a prévu sur une recette globale de 2400 milliards. Pour la santé, il y aura donc 200 milliards, soit 8% du budget national. Où va cet argent? Puisque les Congolais sont obligés, quand ils vont dans les soins, dans les centres de santé publics, alors que c'est de leur argent qui permet de faire ces équipements, de payer ce personnel de santé, on leur vend un service, en tout cas on leur sert un service privatisé. C'est un paradoxe. Donc 2023 va encore exacerber cette situation, puisque pour des maladies pour lesquelles plus personne ne meurt ailleurs, comme le paludisme, la fièvre typhoïde, il suffit de faire un tour à la morgue municipale de Brazzaville. C'est juste consternant le nombre de décès, surtout des personnes moins âgées. La réalité des Congolais, c'est aussi cette femme, cette maman qui a été décédée il y a quelques jours, en tout cas la pluie l'a emportée, y compris son enfant qui cherchait à sauver cette maman des eaux qui l'emportaient. C'est ça aussi la réalité des Congolais. Mais comment expliquer cela? Puisque nous avons aussi dans ce pays un ministère de l'équipement, un ministère des travaux publics qui a un budget de qui aura pour 2023 122 milliards. Donc 5% à peu près des recettes budgétaires du Congo. Où va cet argent? C'est ça la réalité congolaise. Les gens meurent et il n'y a pas de responsabilité, ni du ministre, ni des collectivités locales, la mairie et encore moins des collectivités, en tout cas des services de l'État décentralisés. Le Congo est dans une impasse totale. Nous avons vu qu'il n'y a pas très longtemps, le chef de l'État lui-même a présidé une cérémonie d'autosatisfaction de 20 ans de travaux, enfin des grands travaux qui ont lourdement endetté le Congo, alors que les Congolais meurent chaque fois qu'une pluie s'abat sur le pays. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y aura toujours des pluies, et encore beaucoup plus fortes. Nous sommes dans une zone tropicale, nous sommes en Afrique équatoriale. Comment s'imaginer que nous ne pouvons pas avoir de pluie? Tout ça, c'est parce que les infrastructures, les équipements ne sont pas à la hauteur. De l'argent a été dilapidé. 2022 a été aussi marqué par une élection dite législative, la plus honteuse que le Congo ait eu à organiser. Cette élection a montré à suffisance, en tout cas, comment le système n'a plus de scrupules, où on a eu droit à des transhumances des militants, on a eu droit à des disparitions mystérieuses des noms des candidats sur des listes électorales, en tout cas sur des listes proposées pour les élections. Il y a eu une implication comme on n'a jamais vu des chefs de district, des maires, des préfets, etc., etc., qui sont pour la plupart les membres du PCT. Et justement, cette élection a consacré l'écrasante majorité, l'écrasante victoire du Parti congolais du travail. Mais comment il ne fallait pas en être autrement, puisque le chef de l'État lui-même
Il est le président du Parti congolais du travail. Il faut rappeler que le congrès du PCT de 2019 avait fait élire par les congressistes, 2500 environ, le président de la République comme président du comité central du PCT. Il y a un gros problème, puisque l'article 80 de la Constitution condamne l'incompatibilité de la fonction de chef de l'État avec la fonction d'un chef de parti. Et le président, qui a prêté serment, l'article 77, indique que c'est lui qui doit faire respecter la Constitution. Si lui, il se comporte en chef de parti, comment voulez-vous que ses cerbères, ses ministres, ses préfets, ses responsables de district, tout ce que vous voulez, toute la chaîne, en fasse autrement? L'exemple vient d'en haut, et donc le président de la République est coupable de donner un très mauvais exemple, et c'est ainsi que la démocratie congolaise ne fonctionne pas. 2022 a été aussi marqué par l'arrestation, en tout cas l'interpellation, d'un chef de parti politique. Vous savez que dans un pays, lorsque les dirigeants, en tout cas les responsables politiques qui sont censés porter la parole, craignent pour leur vie, c'est un indicateur très important pour montrer que ce pays n'est pas un pays libre. D'ailleurs, le Congo a été condamné, le Congo est classé 3 sur 10, une note de 3 sur 10 de l'indice de la démocratie. Et le Congo est classé 137e pays sur les 167 pays qui ont été testés sur la question de la démocratie. Donc le Congo n'est pas en bonne situation pour que 2023 soit une année prospère de santé, de progrès pour les populations. Mais ce désordre institutionnel est lié aussi à la nature de ce régime congolais. Quand vous avez un indice en matière de démocratie aussi faible, on dit que vous êtes un État autoritaire, donc dictatorial. Et ce désordre institutionnel que vous rencontrez est partout. Nous, Ligue panafricaine Umoja, nous avons rejoint par exemple en 2021 le bloc des partis d'opposition qui avait demandé le boycott de l'élection présidentielle. Et nous avons d'ailleurs été interdits de meeting le 6 mai 2021. En plus de cela, nous avons rejoint toutes les revendications qui demandaient la libération des prisonniers politiques, en l'occurrence M. Okomi Salissa et le général Jean-Marie Michel Mokoko. Nous avons signé toutes ces déclarations-là durant l'année 2021. Il se trouve justement que dans ce pays, quand les opposants parlent, donc nous qui vous parlons, nous savons le tarif qui nous sera appliqué le moment venu. Est-ce qu'il faut se taire ou il faut simplement agir? Le Congo, du point de vue des institutions, je le disais tantôt, est aussi un État désordonné. Il faut rappeler que le Premier ministre Anatole Kolele Makosso, quand il a été nommé en 2021, au mois de mai, si je ne me trompe pas, dès le mois de juin, il a présenté sa politique générale devant l'Assemblée nationale, comme l'exige la loi, en tout cas l'article 99 de la Constitution. Il l'a fait. Quelques semaines plus tard, le président de la République a publié un décret présidentiel dans lequel on a nommé M. Gilbert Ondongo, ancien ministre de l'économie, 19 ans au gouvernement, comme ça ne suffisait pas. Il a été nommé conseiller, en tout cas représentant personnel du chef de l'État, à la tête d'une task force. Cette task force lui permet, en tout cas lui donner le pouvoir d'élaborer, quelques semaines après que le Premier ministre ait présenté déjà la politique générale du gouvernement, inspirée d'après lui-même du projet de société du chef de l'État qui a été élu dans les conditions que eux-mêmes savent. Et il parlait des 12 travaux qui allaient conduire à la réalisation de ce projet de société. Quelques semaines après, on a nommé M. Gilbert Ondongo, chef de la task force, dont les prérogatives, entre autres, sont donc de déterminer, d'élaborer le programme national de développement 2022-2026, inspiré du projet de société de président de la République. En réalité, nous avons 2 premiers ministres au Congo. Mieux, M. Gilbert Ondongo, dans ce document, dans ce décret, il lui est associé 10 ministres les plus importants du gouvernement, ce qui constitue techniquement ce qu'on appelle un comité ministériel, c'est-à-dire qu'un des instruments utilisés par le Premier ministre pour mener à bien la politique du gouvernement, on l'a donné à un conseiller du chef de l'État qui ne siège pas au gouvernement, qui détient, en tout cas de droit, puisque c'est un décret présidentiel, des ministres qui sont à sa disposition pour élaborer le plan national de développement 2022-2026. Mieux, M. Ondongo a été aussi chargé d'évaluer les politiques et les programmes. Ça veut dire qu'il joue le rôle du Premier ministre, puisque le Premier ministre est là pour évaluer les programmes des ministres
dans ce qu'on appelle le conseil de cabinet, qui est différent du conseil de ministres dirigé par le président de la République lui-même. Voilà un peu le désordre institutionnel au Congo. Mais on peut descendre encore plus bas. Si vous descendez plus bas, vous prenez au niveau des sociétés, les sociétés d'État en particulier, on peut même aller dans le privé, hein. Il ne se limite pas qu'aux sociétés d'État. Prenons les sociétés d'État. Deux sociétés, l'ARPCE et Congo Télécom. Ces deux structures de l'État congolais ont été dirigées pendant 11 ans par les mêmes personnes. Vous avez M. Yves Castano qui a dirigé l'ARPCE comme directeur général. Il était prévu dans les textes qu'il y ait un conseil de surveillance qui surveille, qui contrôle l'action du directeur général. Durant toute sa direction, en tout cas, toute sa gérance, il n'a jamais eu de contrôle puisque la direction, le conseil de surveillance n'a pas été mis en place. Au moment où il a été relevé en 2020, exactement comme Congo Télécom, M. Akwala, qui a dirigé Congo Télécom pendant 11 ans, relevé en 2020, il y aura un jeu de chaises musicales. C'est-à-dire que M. Yves Castano va devenir directeur général de Congo Télécom et M. Akwala va devenir président du conseil de surveillance. Autrement dit, l'un tient l'autre et vice-versa. C'est du management par la neutralisation, puisque évidemment, les règles classiques de gestion, quand on arrive à une fonction, on fait d'abord un diagnostic, on fait un bilan de ce qui a été fait. Et on le publie, puisque ce sont des sociétés d'État. M. Yves Castano n'a jamais publié le diagnostic de Congo Télécom, et pour cause, puisque M. Akwala, devenu lui aussi président du conseil de surveillance, peut diligenter le diagnostic, en tout cas le bilan de la gestion de M. Castano. Et c'est ainsi comme ça partout. Nous avons une caste qui se tient. Nous avons une oligarchie. Ce que la Fédération de l'opposition congolaise a nommé dans sa lettre ouverte au président de la République de septembre 2022, le lobby tribal avec sa clientèle. Le lobby tribal se protège, cette caste des oligarques se protège pour conserver le pouvoir. Et donc ça ne donne pas des bonnes raisons pour des Congolais d'espérer pour 2023. D'ailleurs, dans le texte de l'opposition congolaise, il a été aussi indiqué que toutes ces manœuvres politiques, notamment l'élection calamiteuse de juillet 2022 et tout ce qui s'ensuit, ce serait aussi pour prévoir, en tout cas, le changement à la tête de l'État, le changement dynastique en s'appuyant sur un Parlement dominé majoritairement par le PCT, le Parti congolais du travail. Il faut lire donc cette déclaration, la lettre ouverte au chef de l'État qui a été donc portée par la Fédération de l'opposition congolaise. Donc, ce que je voudrais dire par là, c'est que 2023 n'est pas une bonne année pour les Congolais si l'on s'évertue à dire qu'il y aura la prospérité, il y aura le progrès, il y aura la santé. Au contraire, nous disons 2023, c'est l'année de résilience, l'année de la lucidité pour espérer faire l'action. Parce que, voyez-vous, même au niveau de sa souveraineté, le Congo n'est pas un pays si souverain que ça. L'article 1er de notre Constitution stipule que le Congo est un État souverain. Mais on voudrait bien le croire. Si nous remontons à la conférence nationale souveraine, qui est la dernière référence du dialogue le plus large, le plus ouvert que les Congolais ont eu pour proposer des perspectives nouvelles du multipartisme, cette conférence était dite souveraine. Or, dès la mise en place du gouvernement de transition, qui était chargé, entre autres, parmi les résolutions souveraines, de faire l'audit de notre principale ressource stratégique, dominée par une société étrangère qui s'appelle ELF. Mais on a vu que ELF avait non seulement usé de corruption des dirigeants de la transition, c'est-à-dire civils, militaires et administratifs, mais la France, qui est propriétaire d'ELF, a aussi fait des pressions diplomatiques pour étouffer donc cet audit qui était nécessaire pour comprendre comment, alors que nous avons eu des booms pétroliers depuis 1979, comment le Congo se retrouvait dans un tel drame, un tel chaos social, économique, culturel et politique en 1991. Quand le professeur Pascal Lissouba arrive au pouvoir, il faut rappeler que ELF a financé aussi les campagnes électorales des candidats de 92. Quand il arrive au pouvoir, il se rend compte qu'il a besoin d'argent, mais le pays est en ébullition puisqu'il est en difficulté avec l'opposition congolaise à l'époque. Il y avait des élections législatives anticipées, puisqu'on avait dissous l'Assemblée, entre autres. Le président Pascal Lissouba veut de l'argent pour régler les problèmes de salaire, etc., etc. ELF le lui refuse. C'est ce qu'on appelle l'affaire Oxy. Vous voyez encore l'ingérence extérieure, même pour un régime démocratiquement élu. Nous arrivons en 97, la Grande Guerre. Or, la Grande Guerre de 97, cette guerre
d'après les spécialistes, si on ajoute celle de 93, 80 et de 98, on estime que toute cette époque a été un grand massacre de 400 000 Congolais, c'est-à-dire que 10% de la population, ce qui est scandaleux. Et donc, durant cette guerre, si vous prenez le Canard enchaîné d'avril 1998, le numéro 67 plus précisément, dans ce Canard enchaîné, les investigations des enquêtes de Canard enchaîné, les témoignages des responsables d'Elf et même de certains responsables congolais, personne ne se gêne pour dire que Elf a financé tous les protagonistes. Et donc la guerre de 87 fut une guerre sanglante qui a mobilisé l'élite politique congolaise, qui a été appuyée par l'extérieur, et surtout la double peine. Il faut bien s'en rappeler que quand cette guerre finit, les dettes qui ont été contractées pour des armes qui ont tué des Congolais ont été reversées dans le budget national. Et donc ça s'appelle la double peine, c'est-à-dire qu'on a acheté des armes pour tuer des Congolais et les Congolais ont été privés de budget de santé, d'éducation pour rembourser les mêmes dettes. C'est purement et simplement scandaleux. Je ne vais pas rappeler l'épisode de la dévaluation de 1994. Le Congo est en pleine ébullition, en plein soubresaut entre l'opposition et le pouvoir. La monnaie, le franc CFA, a été dévaluée à Dakar sur demande de la paire FMI, Banque mondiale. FMI, vous avez compris, c'est donc FMI et la France, parce que FMI est dirigé toujours par un Français et le franc CFA, c'est la propriété de la France. Nous sommes en pleine guerre, en tout cas en pleine ébullition politique en 1994. La dévaluation nous a frappés. Rappelons que le Congo importe 80%, 95% de ses produits de base, de ses aliments quotidiens, etc., etc. Ce qui est purement scandaleux. Quand vous dévaluez la monnaie comme ça, en pleine guerre, il y avait un pont aérien entre Brazzaville et Pointe-Noire. Brazzaville n'était pas ravitaillé. Tous les prix ont flambé et ce qui a exacerbé le conflit, puisque y compris la société, en tout cas les fonctionnaires, le pays était en ébullition, ajouté déjà à la crise politique qui pendait. Voilà, quand on n'a pas sa souveraineté, comment à chaque fois la démocratie est menacée. On finance les guerres qui imposent des gagnants et qui imposent un ordre qui n'est plus la souveraineté finalement du pays. Donc un pays qui n'a pas sa souveraineté monétaire, qui n'a pas sa souveraineté alimentaire, mieux que la sécurité alimentaire bien sûr, un pays qui est endetté sur des dettes qui sont dites odieuses, est un pays qui n'est pas souverain malgré cette affirmation de l'article 1er de notre Constitution. Je rappelle que 2023, c'est aussi l'année où le pouvoir d'achat des Congolais, encore s'il en est, va encore baisser. Pourquoi? Parce qu'on vient d'apprendre que le carburant va être au minimum à 600 francs CFA le litre. Ce qui est scandaleux. Nous sommes le 3e pays producteur du pétrole en Afrique subsaharienne, après le Nigeria et l'Angola, avec 5 millions d'habitants par rapport aux deux autres. Ce qui veut dire que techniquement, nous devrions avoir des prix, en tout cas en matière de carburant, extrêmement dérisoires pour un pays qui est producteur du pétrole. Aujourd'hui, nous avons au minimum à 600 francs CFA. Et le texte qui a été publié recommande aux uns et aux autres de remercier le président de la République d'avoir limité l'augmentation de ce prix. Mais ce prix déjà à la base est scandaleux. Donc on ne peut pas remercier un exécutif qui ne fait pas son travail du tout. Nous voulons avoir le pétrole, le fuel, en tout cas de façon quasi normale, parce que nous sommes détenteurs de cette ressource. Il n'est pas normal que nous payions au prix fort, comme des pays enclavés ou des pays qui n'ont pas de ressources naturelles, en tout cas de ressources pétrolières, le pétrole à ce prix-là. Donc le Congo, sur ce tableau, est un pays très très en difficulté. Le tableau clinique du Congo est un tableau clinique catastrophique. Le pays n'est pas souverain, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut s'en rappeler que la dévaluation du franc CFA, toutes ces interventions ne sont pas propres au Congo. D'autres pays africains ont été victimes de cela. Au même moment, quand on a dévalué, c'était toute la zone franc, ce qui montre encore une fois que nous avons des problèmes structurels communs. Nous avons des problèmes de souveraineté monétaire, des problèmes sur la dette, des problèmes sur la monoculture, puisque c'est ce qui définit en quelque sorte un État libre ou un État indépendant. Donc, avec cette caste, cette élite, ce lobby tribal et sa cour, en tout cas que nous retrouvons à peu près partout dans les pays dominés par le franc CFA, nous avons en gros les mêmes problèmes. C'est-à-dire que l'ancienne puissance coloniale s'appuie sur une élite qui développe des instruments de domination locaux
et qui répond évidemment aux besoins de ses parrains politiques, de ses parrains internationaux. Nous l'avons vu en Côte d'Ivoire, nous l'avons vu en Centrafrique, nous l'avons vu au Gabon. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas sur le plan international et sur le plan de notre souveraineté. Je voudrais attirer aussi votre attention sur 2023, encore une fois, parce qu'en 2023, les conflits internationaux vont s'intensifier, en particulier le conflit Russie-Ukraine. Mais on aurait pu peut-être bien dire les choses, Russie-OTAN, parce que l'Ukraine, en réalité, reçoit les armes des pays de l'OTAN qui donc font la guerre à la Russie de façon interposée. Mais ça, ce sont les conséquences des traditions géopolitiques, souvent de l'Occident, depuis 2 siècles ou 3 même d'ailleurs. Et là, nous sommes en train de solder les comptes de la guerre froide, de la fin de la guerre froide de 89, qui n'ont pas été soldés bien comme il faut. Ce sont des logiques géopolitiques. Mais ces événements arrivent à un moment particulier, parce qu'il y a une sorte d'insurrection des consciences en Afrique noire. Vous voyez ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe en Centrafrique, etc. Donc ces problèmes arriveront dans notre pays d'une manière ou d'une autre. Cette insurrection des consciences a montré comment les peuples africains soutiennent les aspirations à la souveraineté. On a vu comment le Mali est fait. Au Mali, il ne s'agit pas de soutenir les militaires ou je ne sais quel autre régime, il s'agit de soutenir les aspirations à la souveraineté. Parce que le Mali, en réalité, est victime. Le Mali est victime. Les djihadistes qui aujourd'hui mettent en difficulté le peuple malien, c'est la conséquence directe de l'invasion et de l'assassinat du colonel Kadhafi par le trio France, Angleterre, États-Unis. Et donc cette conséquence a fait qu'on a donné les armes aux indépendantistes maliens et on a alimenté tout un trafic avec les djihadistes. Ça a déstabilisé le Mali. Et on a acculé le Mali pour dire que le Mali n'était pas assez reconnaissant vis-à-vis de la France qui était venue l'aider. Mais en fait, en réalité, non, puisque la France devrait normalement réparer ce qu'elle a commis en Libye, qui est venu déstabiliser le Mali. Mais pas que la France, les États-Unis, l'Angleterre, qui ont donné leur quitus à l'époque au Conseil de sécurité pour que la France et l'Angleterre puissent bombarder justement le colonel Kadhafi et déstabiliser la Libye, et donc les armes sont parties. Nous avons estimé, Ligue panafricaine Mogel, nous sommes le seul parti au Congo qui a organisé à ce moment-là un soutien, en tout cas un meeting en salle en soutien au peuple africain du Mali. Et je note qu'il y a eu la jeunesse africaine qui est partie du Sénégal, des pays alentours, pour aller soutenir les aspirations du peuple malien à reconquérir sa souveraineté avec les changements géopolitiques que nous avons vus qui sont opérés au Mali. Mais ce qui se passe en Afrique de l'Ouest arrivera, comme je l'ai dit, en Afrique centrale. Parce que nous avons structurellement, je l'ai dit, les mêmes problèmes, en gros, même si à des degrés divers, on peut trouver des explications différentes, mais nous avons globalement les mêmes problèmes. Chers compatriotes, chers militants de la Ligue panafricaine Umoja Congo, 2023 sera difficile, ici au Congo. Parce que tout ce que nous avons, les données que nous avons à notre disposition montrent que la population va souffrir. Mais dit-on que le pouvoir revient toujours au peuple. Le peuple a toujours le dernier mot. Le peuple n'a le dernier mot que si on conjugue résilience, donc capacité à résister, lucidité, capacité à voir les choses comme telles, et ensuite l'action. Si on ne fait pas ça, le peuple n'aura jamais le dernier mot, ça restera des slogans. Je voudrais qu'on s'inspire de ce mythe agraire, le plus ancien mythe agraire de l'humanité, s'appelle le mythe osirien. Hein, quand on observe ce laboureur patient de la vallée du Nil, que faisait-il? Quand il coupait le grain, quand il semait le grain, il le mettait sous terre, il faisait de la semence, donc il le coupait avec de la fossile de façon ritualisée, ensuite le grain ressortait de terre, il y a germination et il y a la résurrection. C'est-à-dire que cette image que nous voyons, par exemple, des monuments égyptiens, qui nous montrent ce mystère à répétition, qui fait l'analogie entre la destinée de l'humanité et la vicissitude végétale, doit nous inspirer. C'est-à-dire que cette image à répétition depuis des millénaires doit nous montrer que la résistance doit être permanente. Parce que ceux qui nous dominent en réalité, ils ne se fatiguent pas
les parrains extérieurs, l'oligarchie locale, le lobby tribal et sa clientèle continuent tout le temps à maintenir une pression, une domination. Un peuple qui est silencieux sera toujours dominé. Un peuple qui est abattu sera toujours fragilisé. Et donc, les dominateurs vont continuer à exercer cette pression, cette domination, si nous ne conjuguons pas à la résilience, à la lucidité, également l'action. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'action répétée sans cesse, comme le mythe osirien, le mythe agraire osirien. Si nous ne conjuguons pas tout cela, il nous faut absolument nous mettre en action. Un peuple fatigué est un peuple dominé. Un peuple fatigué est un peuple meurtri. Un peuple fatigué est un peuple pillé. Un peuple fatigué est un peuple aliéné. Donc, il faut absolument que nous conjuguons la résilience, la lucidité avec l'action. C'est en cela que je vous appelle pour 2023 à vous organiser, à vous battre, à sortir de l'isolement. Les régimes autoritaires, dictatoriaux, ne prospèrent que parce qu'ils ont réussi à instaurer la peur et l'ignorance. La peur et l'ignorance conduisent au travail solitaire. C'est ainsi que vous voyez les étudiants se battent pour leurs droits, les retraités se battent pour leurs droits dans leur coin, les chômeurs se battent pour leurs droits. On a d'ailleurs vu lors de l'élection présidentielle en 2021, une association de chômeurs qui demandait à voter le président Denis Sassou Nguesso, qui est au pouvoir depuis au moins plus de 20 ans, depuis le retour en 97, qui est responsable de leur chômage. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et donc, il faut bien comprendre que le responsable de toutes ces lamentations, de toutes ces difficultés, de cette pauvreté organisée, ce ne sont pas vos oncles sorciers, vos tantes sorciers, vos cousins sorciers. Il y a un responsable. Ce responsable, c'est l'exécutif congolais qui a pris, en tout cas, qui a confisqué les ressources qui vous reviennent de droit. Et à partir de là, vous êtes perdu et vous considérez que ce sont les parents, les amis, etc. etc. Non, c'est un combat politique. Nous vous appelons pour 2023 à vous organiser, à coaliser les revendications. Parce que le responsable est le même. C'est le même exécutif qui est responsable du problème des étudiants, responsable du problème des retraités, responsable du problème des chômeurs, responsable des eaux qui font du désordre partout, responsable de l'état du système sanitaire, responsable du système éducatif, etc., etc. Donc, il faut coaliser pour répondre de façon aussi unie à cet exécutif. En cela, pour finir, je vous dirais, Lisanga Epesaka Bokasi, Kintwadi Epesaka Ngolo, Umodia Ninguvu, l'union fait la force. Merci beaucoup.